ce qui converge dans mon idée, c'est les découvertes de la science moderne, à la fois en physique, en neurosciences et dans d'autres disciplines, même en biologie, dans l'évolution, etc. Ça converge avec des enseignements traditionnels qui sont venus des spiritualités un peu de tous les horizons, de toutes les traditions. Et ça converge aussi avec l'éclairage philosophique qu'on peut avoir sur les progrès de la science, parce que les progrès de la science, sans l'éclairage de la philosophie, à mon avis, sont pas suffisants finalement. On a besoin aussi de la philosophie. Donc voilà, c'est une convergence entre à la fois la science, la philosophie et la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire ce qui est au-delà ou en amont des religions. C'était pas mon premier choix en fait. À la base, je voulais intituler ce livre La prochaine fois, FOI. Parce que je crois à un renouveau de la spiritualité, je crois à une spiritualité laïque, c'est ce que je défends, hein, c'est un peu un manifeste pour une spiritualité laïque, mais ce titre que j'ai utilisé pour mon blog, notamment la prochaine fois, que je trouve marrant parce que j'aime bien jouer avec les mots, c'est un peu mon métier aussi, c'est un peu un travers que j'ai, disons, et j'ai beaucoup aussi utilisé des jeux de mots dans les titres de chapitres et tout ça, mais le mot foi fait peur en fait, et c'est sur l'avis de mon éditeur et de l'équipe éditoriale, on a décidé de ne pas utiliser ce titre et du coup j'ai réfléchi à cet autre titre que j'ai proposé, mais la prochaine fois ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'est pour le coup très très évocateur quoi. Oui, alors je prétends pas proposer une nouvelle spiritualité à proprement parler. Oui. J'essaye de définir un cadre dans lequel les spiritualités qui existent, et y compris les religions, ont toute leur place. C'est-à-dire que c'est pas non plus un discours anti-religieux. Je prétends pas fonder un nouveau courant spirituel, ça serait ridicule et vraiment prétentieux. J'essaye de définir un cadre dans lequel justement il y a aussi une argumentation scientifique, qui, notamment sur qu'est-ce que la conscience, etc. Aujourd'hui il y a beaucoup d'interrogations et aussi quelques réponses sur la nature de la conscience qui permettent de repenser la façon dont nous percevons nous-mêmes. C'est toujours l'idée connais-toi toi-même, etc. Donc pour mieux se connaître, pour moi, il faut en passer par la spiritualité. Et la spiritualité, c'est le cadre qui fonde notre relation aux autres, aux individus, à nos semblables, à l'ensemble du vivant, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, et comment nous consommons aussi nous-mêmes en tant qu'animal, en tant que membre de l'écosystème, quelle relation nous avons avec l'ensemble du vivant et au-delà avec la nature en général. Donc c'est cette relation à la fois avec ce qui nous entoure et aussi avec ce qui est de l'ordre de l'invisible, c'est-à-dire de la dimension pour le coup verticale, quoi. Donc la spiritualité, c'est à la fois cette dimension horizontale, cette dimension verticale, et pour moi, on est obligé d'en passer par là pour comprendre quelle est notre place dans l'univers, ou plus modestement, quelle est notre place et le sens de l'existence sur cette terre, hein. Je viens de lire une interview récemment de Yann Arthus Bertrand, le fameux photographe, qui a dit que la révolution écologique sera une révolution spirituelle. Donc on est vraiment, pour le coup, à la convergence de gens qui n'ont pas du tout à la base un discours spirituel ou religieux et qui se rendent compte que finalement on est obligé de passer par la spiritualité parce que la spiritualité, c'est ce qui fonde l'éthique, à mon avis. Le mot-clé qui revient assez souvent dans mon livre, c'est le mot éthique. Alors, c'est en tout cas c'est l'idée que nous nous faisons de la conscience qui redéfinit la spiritualité. Parce que jusqu'à présent, dans le modèle scientifique matérialiste dominant, la conscience, ça se réduit à l'activité du cerveau. Et c'est ça qui est remis en question aujourd'hui par des recherches, notamment sur les états modifiés de conscience, mais aussi par des recherches en physique, hein, notamment en physique quantique, où on voit que la conscience joue un rôle dans la façon dont les phénomènes quantiques se passent. C'est la façon d'observer le phénomène, c'est le fait même d'observer le phénomène qui le fait advenir, qui lui donne une réalité, une tangibilité, on peut dire. Et donc ça redéfinit l'idée que nous nous faisons de notre conscience. Alors, et donc de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'arguments pour dire nous ne sommes pas simplement un corps, nous ne sommes pas simplement un cerveau
qui produit de l'activité consciente, mais peut-être qu'on a quelque chose qui est en amont de ça, et ça, pour le coup, on rejoint des traditions spirituelles comme le bouddhisme ou l'hindouisme, qui nous disent depuis des millénaires quand même que ce que nous sommes, justement, c'est pas le corps, c'est la conscience, qui est en amont du corps. Et finalement, la conscience, quand on pousse le raisonnement, quand on va très loin dans ces enseignements-là, la conscience, ça apparaît comme étant la toile de fond du monde, finalement. Sans conscience, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de monde. Donc il faut en venir à l'idée que la conscience est une donnée primordiale de l'univers, peut-être la donnée primordiale, avant même les notions d'espace et de temps et de matière, parce que tout ça apparaît dans la conscience. Finalement l'ensemble de mon expérience du réel apparaît dans la conscience. Donc la conscience est ce qui est en amont de tout ça. Et ce que nous sommes nous, eh ben, c'est une parcelle d'une espèce de conscience unique. Et on avait ça chez des pères fondateurs de la physique quantique, comme Erwin Schrödinger, par exemple, qui était un grand philosophe aussi, avant d'être un mathématicien, un physicien, qui a fait sa fameuse équation, tout ça. C'était quelqu'un qui avait étudié la philosophie, qui avait étudié Schopenhauer, et par Schopenhauer, il avait connu les Védas, le Vedanta, donc la philosophie de l'hindouisme. Et lui disait que la conscience était un singulier qui n'a pas de pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons l'impression d'être des individus isolés les uns des autres, nous avons l'impression d'être entourés d'objets qui sont isolés les uns des autres, mais que tout ça ne forme qu'un seul bloc, ne forme qu'une seule unité fondamentale. Et c'est une unité de conscience dans laquelle apparaît le monde, finalement. Donc, si je comprends bien, on inverse la proposition des matérialistes qui disent que c'est la matière qui crée la conscience. En fait, ça serait l'inverse. C'est la conscience qui crée la matière. Ouais, c'est un renversement de perspective. Bon, on appelle ça un changement de paradigme ou quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est compliqué aussi, parce qu'on est tellement habitué à cette idée que de toute façon, c'est le corps qui est là d'abord. Nous sommes limités au corps, nous sommes le corps. Donc c'est très difficile, y compris pour des scientifiques, enfin surtout pour des scientifiques qui ont travaillé toute leur vie là-dessus, de remettre en question cette vision des choses et de dire que oui, la conscience est probablement en fait ce qui vient en premier lieu, quoi. Mais il y a des arguments philosophiques très forts pour dire que ça ne peut pas être autrement, parce que sans conscience, pas de réalité. Donc y compris l'état de conscience ordinaire, l'état de conscience de veille, mais aussi tous ces états modifiés de conscience qu'on étudie, qu'on connaît, les expériences de mort imminente, les expériences hors du corps, etc. Tout ça sont d'autres façons d'éprouver, de faire l'expérience du réel, des façons différentes, mais toujours est-il que s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réalité, il n'y a rien, il n'y a pas d'expérience du tout. Donc la conscience est voilà, la toile de fond, l'élément premier, le substrat essentiel à toute expérience de la réalité. Parce que la science est en train d'essayer justement de donner corps, de donner voilà, un substrat aussi, encore une fois, à la notion de conscience, parce que jusqu'à présent la conscience c'est quelque chose en philosophie qui est perçu comme purement immatériel, et les travaux en physique quantique et les travaux de Philippe Guillemont aussi introduisent le paramètre conscience dans cette conception du monde qu'on a. Donc c'est difficile de faire entrer la conscience dans les équations, c'est même impossible. D'ailleurs Philippe ne travaille pas avec des équations, il travaille avec des algorithmes, mais il fait interagir ces calculs avec des intentions, avec voilà, une façon de travailler avec la conscience, donc à travers la possibilité de provoquer des synchronicités ou ce genre de choses. Et donc on voit qu'il y a une interaction et qu'il y a des résultats expérimentaux qui montrent qu'il y a cette interaction avec la conscience. On a d'autres expériences assez dingues en physique quantique qui montrent que des méditants, par exemple, des méditants bouddhistes expérimentés sont capables d'influencer une expérience de physique quantique très connue qu'on appelle l'expérience des fentes de Jung, et on voit qu'ils sont capables d'agir sur le comportement de la matière à l'échelle infime, à l'échelle infinitésimale. C'est-à-dire qu'un photon qui se comporte soit comme une onde, soit comme une particule en fonction des conditions d'observation, et ben les méditants, selon la façon dont ils se concentrent, ils sont capables d'influencer ce comportement-là. Ils sont capables de forcer la particule à se comporter comme une onde ou comme un corpuscule. Donc on voit bien qu'il y a une action de la conscience sur la matière, à l'échelle infime. Et ça permettrait d'expliquer des choses comme la guérison notamment les guérisseurs qui agissent à distance,
Ça montre que la conscience, via l'intention, est capable d'agir sur la matière. Ça expliquerait aussi plus prosaïquement l'effet placebo ou ce genre de choses, mais tout ce qui est guérison inexpliquée, tous les effets un peu psychosomatiques, etc., ça reste des grands mystères pour la science. L'action des guérisseurs, l'action des coupeurs de feu, etc. Donc ce genre d'expérience-là donne des arguments, du crédit à ces phénomènes qui sont observés depuis très très longtemps et que la science actuelle, dans le paradigme matérialisme, est incapable d'expliquer finalement. L'enseignement fondamental de la physique quantique, pour moi, c'est qu'à l'échelle infinitésimale, il n'y a plus d'objet. La notion d'objet a disparu. Donc avec la notion d'objet, la notion d'objectivité aussi a disparu. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau fondamental, en fait, ce dont parlent les physiciens aujourd'hui, ce ne sont plus des objets qu'ils observent, ce sont des phénomènes, ou ce sont des événements. Et ces événements sont le fruit d'interrelations entre des forces, entre des ondes, entre des champs d'énergie, etc. À partir desquels, là où il y a interaction, il y a quelque chose qui se manifeste et que nous, on observe comme étant une particule, ou comme étant une onde, mais en tout cas comme étant quelque chose qu'on va qualifier en termes physiques, mais c'est relatif à notre acte d'observation. Tant qu'il n'y a pas l'acte d'observation, il n'y a pas de phénomène. Donc il y a encore moins d'objets. Donc les physiciens aujourd'hui s'accordent sur le fait qu'il y a des phénomènes qui apparaissent à l'échelle quantique qui sont le fruit d'un acte d'observation et d'un dispositif aussi de mesure. C'est-à-dire que ça dépend, ce qu'on va observer, onde ou particule, ça dépend de la façon dont on observe l'objet avec beaucoup de guillemets, par rapport au dispositif technologique qu'on met en place. Donc ça dépend du dispositif de mesure et de l'acte d'observation, parce qu'il faut qu'il y ait acte d'observation pour qu'il y ait un phénomène qui soit identifié. Sans ça, les événements en question restent dans des états superposés, multiples, chacun étant associé à une probabilité de survenir ou pas. Donc voilà, donc il faut cet acte d'observation pour que cette réalité-là se manifeste. Donc ça rejoint l'idée qu'on a aussi, encore une fois, dans les traditions spirituelles plurimillénaires, qu'il y a en fait un arrière-monde, finalement, et que le monde des phénomènes tel qu'il nous apparaît n'est que l'interaction entre cet arrière-monde et notre acte d'observation. Donc dans ce sens-là, on peut dire que nos pensées, notre acte de conscience, en tout cas, crée la réalité qui nous apparaît. Voilà, donc ça c'est fascinant, parce que là, encore une fois, la science moderne, la physique la plus contemporaine, rejoint des enseignements qui sont très très anciens. La boucle est bouclée. C'est ça, la boucle est en train d'être bouclée. Bouclée, ouais. Il y a une chose qui est très intéressante aussi en physique quantique, il y a la superposition des états et il y a la non-localité aussi des phénomènes. Justement, il y a beaucoup de chercheurs qui disent que la conscience est non locale. Ça veut dire qu'en fait, elle ne serait pas localisée dans le cerveau. Elle serait où, cette conscience? La conscience, si c'est la toile de fond du monde, elle est partout, justement, par définition. Mais le monde, tel qu'il nous apparaît, avec cette notion d'espace en 3 dimensions et cette dimension de temps en plus, c'est un phénomène. C'est ce qui apparaît, justement, à partir de cette interaction avec la conscience. Donc il y a une toile de fond qui est la conscience, qui est un champ d'information, par exemple, on peut dire, et en relation avec notre acte d'observation, ça nous apparaît sous forme d'espace et de temps. Voilà, mais l'espace et le temps, eux-mêmes, sont secondaires à cet acte d'observation. Donc, encore une fois, ça renvoie à l'idée que la conscience est nécessairement première. Alors moi, j'aime bien faire des détours par des choses très complexes, en sciences, en philosophie, etc. Mais, in fine, la spiritualité dont je parle, la spiritualité laïque, parce que la laïcité, c'est un mot sur lequel on peut revenir aussi, mais c'est important parce que c'est un cadre voilà, qui permet d'avoir toutes sortes de croyances ou de non-croyances, hein, ça permet d'avoir une position très très ouverte, et la laïcité, c'est pas anti-religieux, encore une fois. Donc tout ça, ça nourrit une spiritualité laïque qui, elle, doit être très simple. Donc moi, j'aime faire des détours par la complexité parce que j'aime lire, j'aime comprendre, j'aime écouter des conférences, etc. Mais la spiritualité vécue, c'est quelque chose qui doit être très simple.
ça passe par la bienveillance, ça passe par l'indulgence, ça passe par la relation vraiment de personne à personne sur des bases simplissimes et limpides et transparentes. Donc c'est ça qui pour moi est important au final. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait des études pendant 20 ans ou qui est un grand écrivain, un grand philosophe, etc., il n'est pas forcément plus spirituel que quelqu'un qui est un paysan, qui est un berger dans la montagne. Il y a des gens qui sont très simples, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas même de culture, et qui sont beaucoup plus spirituels que des gens qui sont très éduqués. Donc la connaissance, en l'occurrence l'instruction, etc., c'est pas suffisant. La spiritualité, c'est quelque chose qui doit être vécu dans la simplicité. Donc moi, j'essaye de finir justement mon livre là-dessus, sur cette notion de spiritualité qui doit être vécue dans quelque chose de très simple. Et de toute façon, c'est le message aussi de gens comme Jésus ou Bouddha. Je veux dire, la spiritualité, pour eux, c'était quelque chose de très simple. Ça passait par une relation à l'autre, dans laquelle on reconnaît que l'autre est un autre moi-même, finalement, puisque, encore une fois, comme il y a une seule conscience, nous ne formons qu'un, donc ce que je vois en l'autre, c'est ce que j'ai en moi. Hein, donc, y compris si je vois du mal, si je vois de la violence, si je vois des choses négatives en l'autre, c'est une part de négativité que j'ai en moi. Donc ça renvoie aussi à la psychologie jungienne, qui est pour moi est super riche, quoi. Il y a des choses à découvrir chez Jung infiniment quand on lit Jung. Donc la spiritualité vécue, elle doit être simple et elle doit être vécue dans le présent. Et là, je fais référence aussi à des gens comme Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent, c'est ni plus ni moins que l'Advaita Vedanta, hein, la philosophie des Védas, mais simplifiée, disons, et en tout cas réécrite un peu à la sauce occidentale moderne. Mais l'enseignement, le fait de vivre dans le moment présent, c'est ça vient de là. Et justement, quand on est dans le moment présent, on transcende le temps, on s'échappe du temps, on échappe à la course du temps, et pour le coup, on est sur la ligne temporelle que décrit Philippe Guillemont, c'est-à-dire qu'on est sur une ligne temporelle où le passé existe encore et le futur existe déjà. Mais en vivant complètement centré dans l'instant présent, et ben du coup on peut être en contact avec des informations peut-être qui viennent de notre futur, parce que notre futur existe à chaque instant. Ça c'est la physique de Philippe Guillemont, hein. À chaque instant nous avons un futur qui n'est pas figé. Nous avons un futur probable et des futurs moins probables, et nous pouvons changer de ligne temporelle. Voilà. Et donc, en fonction de nos intentions, en fonction de nos choix, en fonction de nos qualités d'âme, si on veut, on fait bouger cette ligne temporelle et on fait advenir un meilleur futur, si on arrive à se connecter à notre essence profonde, à ce que Jung appelait le soi, qui était ni plus ni moins que l'Atman des hindous. Hein. C'est notre essence profonde, c'est le reflet de la conscience universelle qui est présente en nous. Voilà, donc simplicité et présence. Alors déjà, attention au piège du développement personnel, parce que le développement personnel, c'est une contradiction dans les termes. Ce qu'il faut développer, c'est le transpersonnel. C'est justement ce qui est au-delà de la personne. Si on développe la personne c'est le masque, hein, c'est le masque social, c'est ce que disait Jung, encore une fois. La persona, c'est la façon dont on se présente à l'autre. Ce qui est transpersonnel, c'est ce qui relève donc de notre essence, ce qui relève du soi, de l'âme, dans les religions, et c'est ça qu'il faut développer. Donc, comment faire ça ? Eh ben, par des lectures, par des conférences, par ce genre de choses, qui sont des informations qui viennent de l'extérieur, on peut dire, et puis par un travail intérieur, inévitablement, c'est-à-dire ne serait-ce qu'être à l'écoute de ses rêves, des choses très simples, faire un travail un petit peu d'interprétation de ses rêves, être à l'écoute des signes, des synchronicités. Les fameuses synchronicités sont des signes du futur, c'est ce qu'on écrit dans un livre avec Romuald Le Terrier, qui est un spécialiste de ça à partir de la tradition chamanique. On est très, très heureux d'avoir travaillé là-dessus, sur le fait qu'on peut en fait provoquer ça, on peut jouer avec ça et avoir des signes qui viennent du futur finalement. Et ça nous permet de nous orienter aussi sur notre chemin. Donc il y a ce travail d'introspection à faire. Voilà, il y a un travail d'information à faire et un travail d'introspection. Il faut faire les deux. L'introspection, l'analyse des rêves, l'écoute des signes, ce genre de choses. Mais la méditation, pourquoi est-ce que la méditation aujourd'hui est tellement en vogue ? Il y a encore 20 ans, c'était perçu comme un amusement pour pseudo-bouddhistes, voilà, un petit peu barjot, un petit peu perché, quoi. Aujourd'hui, la méditation, c'est en une de tous les grands magazines grand public. Je veux dire, c'est Le Point, l'Express qui font des dossiers entiers sur la méditation. C'est pas par hasard, il y a des centaines d'études qui montrent
que c'est pas simplement que ça réduit le stress, parce qu'évidemment si on reste cool comme ça pendant un quart d'heure, a priori ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au corps. Mais les études montrent que ça va bien au-delà de ça, qu'on développe certaines zones du cerveau, qu'on développe les capacités d'attention, qu'on développe les capacités de concentration, etc. Donc toutes ces études-là montrent que la méditation, c'est pas juste un amusement, c'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de très profond, quoi. Donc oui, chacun doit essayer de méditer. Aujourd'hui, il y a 50 000 méthodes en plus, il y a des guides, il y a des choses pour faire de la méditation un petit peu, parce que même si on n'y connaît rien du tout, je veux dire, on peut commencer à faire des choses très rapidement, et on en retire très rapidement des bienfaits, finalement. On se rend compte que ça nous apaise. Alors ça joue sur le niveau de stress évidemment, mais au-delà de ça, il y a des bienfaits qui sont parfaitement tangibles et objectivés aujourd'hui. Oui, bah justement, c'est pour ça que j'ai sous-titré mon livre « Quelle spiritualité pour éviter le chaos ?» parce que je crois que c'est encore possible d'éviter le chaos, que ça passe par un travail personnel, que c'est en se changeant soi qu'on change le monde, hein, c'est ce que disait Gandhi. Hein. Il faut être le changement que l'on veut voir dans le monde, il faut l'incarner, donc il faut travailler d'abord sur soi. On ne peut pas changer le monde simplement comme ça en attendant un sauveur, un président qu'on va élire en disant il va tout réparer, ou un ministre de l'écologie médiatique en se disant il a toutes les solutions à tous les problèmes. C'est absurde. Ce fantasme du sauveur, c'est ce qui a perdu des générations de citoyens. Je veux dire, donc aujourd'hui, on est responsable en tant que citoyen, on est responsable en tant que consommateur, on est responsable en tant qu'être humain. Donc on doit d'abord faire un travail sur soi-même. Et en espérant que par contamination douce, on change le monde autour de soi, on change les gens qu'on est amené à rencontrer, on a une influence sur ses proches, sur sa famille, sur ses amis, etc. Sans être forcément nécessairement exemplaire ni parfait, je veux dire, mais si tout le monde fait ce travail-là, eh ben on va vers plus de bienveillance, on va vers plus d'harmonie dans les relations humaines, on va vers plus de respect de la nature, des êtres vivants, on va vers moins de souffrance animale, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui passe d'abord par un travail sur soi, c'est sûr, mais pour faire ce travail sur soi, pour l'entamer, il faut d'abord effectivement avoir un peu d'information, et ça, l'information, ça peut venir des livres, ça peut venir des conférences, ou des gens qui vont choisir une voie avec un maître, avec un guide. Pourquoi pas, l'initiation, moi j'ai beaucoup de respect aussi pour ces voies-là. Sauf qu'il y a quelques années, c'était réservé à une espèce d'élite. Aujourd'hui, là, tout le monde est concerné, quoi. Ça peut pas être simplement des gens qui sont élus, qui ont plus de capacité que d'autres. C'est pour tout le monde doit faire ce travail-là. Merci Jocelyn pour cette interview et pour nous avoir éclairé sur les chemins qui vont vers l'ultime convergence. Merci Jocelyn. Merci à toi. Entrez dans votre espace privilège. Accédez à notre sélection de dossiers inédits, d'articles rédigés par des spécialistes et des vidéos de conférences et d'interviews exclusives. Nous allons créer ensemble une communauté qui va partager et échanger sur de nombreux thèmes liés à la conscience. L'idée majeure de Vertical Project Media, c'est que vous êtes acteur du projet.